Retour des séances du euh, cercle du renouvellement constitutionnel dédié à la Constitution française, euh, à son étude critique. Aujourd'hui, par un biais pas tout à fait ordinaire, puisque ce n'est pas la Constitution proprement dite dont nous allons parler, mais des PLFRF. Non, PLR-RF, principes fondamentaux reconnus par la République française, Non. qui, nous allons le voir, Christian va nous le présenter, ont été, je dirais, saupoudrés comme ça à l'intérieur de notre Constitution. Mais Christian va nous en dire plus, puisque c'est lui qui nous présente aujourd'hui ces PLR-RF. Oui, alors c'est un grand honneur que j'ai de présenter ces PFRLR, une lourde charge émotionnelle d'ailleurs, hein, parce que je veux dire que je suis très très ému par en fait découverte que j'ai faite récemment de l'existence de cette chose dont nous allons parler. Cette chose dont nous allons parler, dont je vais vous parler, et ça s'appelle effectivement, c'est très difficile, l'acronyme est très difficile à prononcer, c'est PFRLR, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'est-à-dire, ce sont des principes reconnus par les lois. Et avec ces PFRLR, la notion émergente, qui a été émergente, qui aujourd'hui est vraiment installée, de bloc de constitutionnalité. Alors, ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont des principes qui ont valeur constitutionnelle, et ce sont des principes qui sont dégagés par le Conseil constitutionnel et accessoirement par le Conseil d'État. Alors, la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, d'où est-ce qu'elle vient? Cette notion, elle est énoncée mais sans plus de précision, dans le préambule de la Constitution de 1946. Ce préambule est, cité. Alors, le préambule de la Constitution de 1946, qui introduit la notion, sans la préciser, de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce préambule est cité dans le préambule de la Constitution de 1958, sans plus de précision non plus, en disant que la Constitution de 1958 reconnaît solennellement les principes qui sont écrits dans ce préambule. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça se présente. Alors, cette notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en fait, simplement, cette locution, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, elle est apparue avant 1946, elle est apparue subrepticement comme ça, dans une loi de finances du 31 mars 1931, très exactement dans l'article 91 de cette très volumineuse loi de finances qu'on peut consulter en appelant les archives de l'Assemblée nationale, et dans le cadre d'un débat sur la liberté d'enseignement. Et donc cette loi de finances du 31 mars 1931, qui porte objet, qui avait pour objet de fixer le budget général de l'exercice 1931-1937, et que le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, et que le président de la République de l'époque a promulgué. Et donc, je vais vous lire tout simplement la teneur de cet article 91 de cette loi. Je cite, « Sous réserve du maintien de la liberté d'enseignement », alors la liberté d'enseignement, c'est un commentaire que je fais, c'est la liberté pour les familles de choisir l'éducation de leurs enfants dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé,
sous contrat avec l'État, ou hors contrat, ou encore à domicile. Alors, je reprends la lecture de l'article 91 de cette loi du 31 mars 1931, sous réserve du maintien de la liberté d'enseignement, qui est un des principes fondamentaux de la République. Voilà, c'est la loi qui dit ça. Elle dit parce que c'est un principe fondamental de la République. Par extension des dispositions de l'article 151 de la loi de finances du 16 avril 1930, qui avait institué la gratuité de l'externat dans les classes de 6e de tous les établissements d'enseignement secondaire de l'État, eh bien, les rétributions scolaires de l'externat simple cesseront d'être perçues, c'est-à-dire que ça va être gratuit, à dater du 1er octobre 1931, pour les élèves des classes de 5e, etc. etc. Je passe la fin de l'énoncé de cet article 91 qui est très technique sur ce que doivent payer les enfants. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la première fois, une loi dit voilà, je m'appuie sur un principe fondamental de l'ordre public qui est la liberté d'enseignement. Donc, première apparition, cette notion. Deuxième apparition, cette notion a été reprise en tant que compromis par les députés du MRP, le Mouvement républicain populaire, lors de l'élaboration, précisément, de la Constitution de la 4ème République. Pour la petite histoire, les députés SFIO et PCF n'avaient pas voulu écrire dans la Constitution cette liberté, écrire dans la Constitution elle-même, avec un article clairement constitutionnel, l'affirmation de cette liberté d'enseignement. Et donc, il l'avait inscrit comme ça dans le préambule. Enfin, simplement, on n'avait pas inscrit du tout. On avait dit il y a des lois de la République. Sous cette formule, que nous connaissons maintenant bien, puisque nous l'avons étudiée lorsque nous avons fait l'étude détaillée du préambule de la Constitution de 1946, sous cette formulation, le peuple français réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la DDHC de 89 et réaffirme solennellement les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et au moment où, c'est-à-dire en 1946, on a rédigé ce préambule, on ne savait rien de ce que ça voulait dire, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, si ce n'est que cet énoncé qui était perdu dans un article 91 d'une loi de finances qui avait été votée en 1931. Bref. Alors, que ce soit en 1931 ou en 1946, ou aujourd'hui, en lisant le préambule de la Constitution de 58 qui renvoie au préambule de la Constitution de 46, n'importe quel observateur objectif, curieux, se pose la question, mais quels sont donc ces principes rattachés à cette notion de PFLRR? Eh bien, ces principes, qui ne sont pas définis, eh bien, nous allons voir que c'est le juge qui va les définir. Alors, le juge, quel juge? Bon, pas le juge du tribunal de proximité, hein, mais évidemment les juges suprêmes, c'est-à-dire les juges, tout d'abord du Conseil d'État. Eh oui, c'est lui qui ouvre la voie, qui essuie les plâtres dans cette affaire-là. Le Conseil d'État, en 1956, par un arrêt du 11 juillet 1956, le fameux arrêt sur l'amicale des Annamites de Paris, qui consacre comme principe fondamental reconnu par les lois de la République la liberté d'association. Alors, petit détail d'affaire, suite à une requête de l'amicale de ces Annamites de Paris, des Annamites de Paris, association déclarée, représentée par M. Nguyen Duc Phrang, agissant en son personnel comme secrétaire général de la dite association, la dite requête tendait à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 30 avril 1953 par lequel le ministre de l'Intérieur avait dit nul, avait dit l'amicale des Annamites de France est nulle en application d'un décret qu'il avait trouvé
un décret en l'espèce du 12 avril 1939 relatif aux associations étrangères. Bref, on va passer les détails, mais le Conseil d'État rend son jugement non susceptible d'appel, comme nous le savons, et il dit, vu la Constitution du 27 octobre 1946, alors là, il énonce toute une série de lois, hein, voilà, eh bien, il dit que, considérant qu'au terme de l'article 81 de la Constitution de la République française, tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française en la qualité de citoyens de l'Union française, ce qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution. Et donc, il conclut ainsi, le Conseil d'État, il résulte de ces dispositions que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de la dite Constitution, c'est vrai qu'elle l'affirme mais elle ne dit pas ce qu'il y a dans ces principes, sont applicables sur le territoire français et que, alors là, la première brèche, ou je dirais la première pierre est posée, qu'au nombre de ces principes figure la liberté d'association, bingo. C'est là que ça commence. Le Conseil d'État dit, au nombre de ces principes, donc, premier principe, que jusqu'à présent tout le monde se demandait ce que c'était, eh bien en 1956, le Conseil d'État dit, il y a la liberté d'association. Voilà. Bon, je passe évidemment la suite de l'arrêté du Conseil d'État. Ensuite, deuxième étape, en 1971. Cette fois, c'est le Conseil constitutionnel qui entre dans la danse, toujours sur l'affaire de la liberté d'association. Quel est le contexte en 1971 ? Eh bien, en 1971, les associations sont placées sous le régime de la loi de 1901. La loi de 1901 dit que les associations peuvent se former librement, sans contrôle de l'administration, et elles sont reconnues par l'État avec une simple déclaration en préfecture en vertu du principe de la liberté d'association. Voilà ce que dit la loi de 1901 en vigueur en 1971. Mais à cette date-là, il y a eu mai 68, entre deux, il y a eu le départ de De Gaulle, il y a eu le décès de De Gaulle, et il y a eu l'élection de Pompidou. Et en 1971, l'administration s'oppose, sans aucune base légale, à la déclaration de l'association Les Amis de la cause du peuple, soutenue notamment par Simone de Beauvoir, et elle refuse, l'administration, de délivrer le récépissé de déclaration. Le ministre de l'Intérieur, le célèbre Raymond Marcellin, soupçonnait en effet, il avait raison, en effet cette association de reconstituer la gauche prolétarienne, d'un Gesmar, organisation maoïste dissoute en 1970 et dont la cause du peuple était le journal. Et donc, création d'une association, les Amis de la cause du peuple. Et alors, le gouvernement décide de faire voter une loi pour modifier la loi de 1901 et instituer un contrôle administratif de la déclaration des associations. Et donc, il cherche à valider législativement cette envie qu'il a de contrôler la déclaration des associations. Et donc, Raymond Marcellin présente une loi créant donc un contrôle des déclarations des associations, loi 1901. Contrôle qui serait exercé par l'autorité judiciaire avant la déclaration. L'autorité judiciaire statuerait dans un délai de 2 mois et ça permettrait donc à l'administration de restreindre la liberté d'association, pourtant solennellement affirmée dans la loi de 1901. Donc cette loi restrictive de la liberté d'association est adoptée en 4e lecture. Il y a eu des allers-retours avec le Sénat, qui d'ailleurs avait fait une question préalable par notre ami Pierre Marcillassi, le sénateur, une question préalable qui rejetait, qui disait non, cette modification de la loi de 1901. Bref, l'Assemblée nationale a le dessus, et donc la loi est votée. Et dans la foulée de la vote de cette loi, le président du Sénat, Alain Poher, saisit lui-même le Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 61, que nous connaissons par cœur, qui dit que le Conseil constitutionnel peut être saisi suite à une loi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés, etc., etc., etc.
Alors, bon, ça c'est un commentaire que je fais, mais je ne suis pas le seul à le faire. Alain Poher, évidemment, était l'ennemi du même bord, enfin l'ennemi quand même de Pompidou, puisqu'il s'était présenté aux élections, il avait dit, d'ailleurs la célèbre formule de Duclos, Poher et Pompidou, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Bon, Poher, donc s'est dit, tiens, je vais mettre des bâtons dans les roues de Pompidou, il s'en fichait totalement, évidemment, la liberté d'association. Bref, donc ça a démarré comme ça. Alors, le Conseil constitutionnel déclare donc non conforme à la Constitution les articles de cette loi qui restreignait, hein, et décide de ranger, donc il appuie, il renforce la décision du Conseil d'État, un petit peu avant, 56, en disant la liberté d'association, il la met au nom des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, est solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958. Et donc le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution les dispositions de la loi qui a été soumise à son examen. Alors, voilà comment sont apparus d'une part, enfin sont concrétisés d'une part les PFR et comment on a commencé à leur donner un début de liste. Le premier des principes, ça a été la liberté d'association. Alors là-dessus, il y a eu un certain nombre de commentaires, hein, et on a pu lire dans les commentaires que les rédacteurs ceux qui étaient contre, évidemment, les rédacteurs de la Constitution de 58 ne considéraient pas que le préambule de 46 ait une valeur constitutionnelle, parce qu'il faut effectivement bien lire ce qui est écrit dans la Constitution de 58, qui dit que le peuple français reste attaché aux principes affirmés dans le préambule de la C46, mais ça ne dit pas textuellement que ce préambule a valeur constitutionnelle. D'autant plus que, disons, cette modification de la Constitution qui consisterait à dire le préambule de la C46 fait partie de la Constitution nécessiterait une validation par les procédures de l'article 89 de la Constitution de 58, c'est-à-dire soit par un vote des 2/3 du Parlement, soit par un référendum. Ce qui a été fait, je vous ferai remarquer, pour la charte de l'environnement qui a été adoptée en 2005 par la voie parlementaire. Alors, mais en fait, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, pour les critiques objectives du droit constitutionnel que nous sommes, c'est pas est-ce que les rédacteurs de 58 n'ont pas voulu dire que le préambule c'était vraiment... Non, tout ça c'est de la diatribe. La vraie question c'est, doit-on considérer que la façon dont est cité le préambule de la C46, et ça vaut également pour la DDHC, donne valeur constitutionnelle à l'ensemble de ces deux textes? Il faut se pencher sur la phrase. C'est ça la vraie question. Cette phrase, je vous le rappelle, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par le préambule de la Constitution de 1946. Alors c'était le cas d'une grande partie de la doctrine, et notamment je vais citer Maurice Duverger, Charles Eisenman, et puis Vedel, le fameux doyen Vedel, qui soutenait que, en fait, si, voilà, il fallait lire que ça faisait partie de la Constitution. Et donc le Conseil constitutionnel, lui, disons que, il en a eu un petit peu assez de ce trouble, et il a dit, moi, je reconnais la valeur constitutionnelle du préambule et de cette décision. Mais ça crée un précédent juridique, enfin, disons constitutionnellement de droit exorbitant. C'est la première fois que le Conseil constitutionnel
fonde sa décision sur un principe qu'il décide lui-même, et personne d'autre, avec un peu son ami le Conseil d'État, comme étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En l'espèce, cette liberté d'association, on va voir que plus tard, il y en a toute une série qui s'est ajoutée. Bon. Alors, quelles sont les conséquences de cette prise de position du Conseil constitutionnel? Alors, elles sont doubles, à mon avis. Il y a une première conséquence, c'est que la décision, cette fameuse décision qu'on a appelée décision liberté d'association, donne une valeur constitutionnelle à des déclarations de reconnaissance de principe. Et ça veut dire quoi? En termes clairs, ça veut dire que le Conseil constitutionnel refuse, à partir de 71, de se cantonner à ce qui est écrit dans la Constitution, et je vais vous rappeler ce qui est écrit dans la Constitution. Il refuse de s'y cantonner, c'est-à-dire simple régulation des conflits entre le gouvernement et le Parlement. Il se met donc à violer délibérément la Constitution. Alors je vous lis ce qui est écrit quand même dans l'article, enfin dans les 2 ou 3 articles qui sont sous le titre 11 ou 12 qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Article 58. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Bref. Article 59. Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et sénateurs. Bref. Article 60. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum. C'est pas encore pour nous. Arrive l'article 61. Les lois, il y a 2 choses. Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Ce n'est pas le cas de la loi Marcellin. Mais deuxièmement, deuxième partie de l'article 61, les lois peuvent être déférées, n'importe quelle loi. C'est pas de loi organique ou loi mentionnée à l'article 11. C'est n'importe quelle loi peuvent être déférées au CC, Conseil constitutionnel, avant leur promulgation. C'est une fois qu'elles ont été votées, mais que le président de la République ne les a pas promulguées, par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou 60 députés, ou 60 sénateurs. Voilà le cas de la loi Marcellin. Et donc, dans ces 2 cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend les lettres de promulgation, etc., etc. Ensuite vient l'article 61.1, que nous connaissons bien, c'est la QPC. L'article 62, qui dit que si le Conseil constitutionnel donc invalide une loi, elle ne peut pas être promulguée ni mise en application. Et puis le fameux article 63 qui dit qu'une loi organique va déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestation. Voilà. Première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que le Conseil constitutionnel s'auto-institue en tant que défenseur des droits fondamentaux et des citoyens et s'auto-attribue une vertu qui doit le rendre encore plus inattaquable. Il devient, en quelque sorte, la voix de l'intérêt général constitutionnel, intérêt général qui, comme son confrère de la loi ordinaire, l'intérêt général constitutionnel est un nouveau concept qu'on ne discute pas. Alors, cette affaire de premier pas avec la défense, alors là, attention, on est en train de... Moi, ce que je juge, c'est pas le fond, hein, c'est la forme. Le fond, bon, c'est très bien que la liberté d'association soit défendue et soit garantie chaque fois qu'on veut la restreindre. Bon, il s'agit de savoir si on est dans un état de droit ou si on est dans un état
ou ce sont les juges qui font la loi? Et voilà en fait la question qui est posée avec cette affaire du bloc de constitutionnalité. Donc, je viens de dire bloc de constitutionnalité parce que à partir du moment où le Conseil constitutionnel a mis, disons, dans le paysage législatif, a introduit ses principes à lui, hein, il a introduit en même temps le bloc de constitutionnalité. Bloc de constitutionnalité qui est une notion assez inconnue, je dirais, du citoyen moyen, qui connaît un peu la Constitution, qui connaît un petit peu la Déclaration des droits de l'homme, la Charte de l'environnement, le préambule 46, personne à mon avis ne sait que ça existe. Mais le bloc de constitutionnalité, ça veut dire bien autre chose. Ça veut dire qu'il y a toute une série de normes qui ne sont pas écrites dans la Constitution, mais qui ont valeur finalement constitutionnelle. Et c'est ça, cette notion de bloc de constitutionnalité, qui, finalement, en droit français, s'est mis à désigner l'ensemble des normes de valeur constitutionnelle, certaines étant écrites et d'autres n'étant pas écrites. Et cet ensemble de blocs de constitutionnalité est protégé par le Conseil constitutionnel. Alors, à sa création en 1958, on l'a dit, le Conseil constitutionnel ne contrôlait que la conformité des lois à la Constitution dans son sens strict, c'est-à-dire uniquement la Constitution du 4 octobre 58 à partir de son article 1er. Mais avec cette décision, la décision de 71, eh bien, en fait, on a assisté à une révision constitutionnelle qui ne disait pas son mot. Moi, j'appelle ça un putsch constitutionnel. Le Conseil constitutionnel consacrant ainsi la valeur constitutionnelle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc, c'est principalement lui, juge constitutionnel, qui définit les PFRLR, mais il faut rappeler que le Conseil d'État peut également intervenir. D'ailleurs, c'est lui qui avait initié la chose avec son affaire de régularisation de l'association des Anamites de France. Et le Conseil constitutionnel, depuis, n'a de cesse de se défendre contre des accusations de gouvernement des juges. Mais je dirais que il ne s'agit pas en fait de gouvernement des juges, là. Il s'agit de putsch constituant. Et on affadit, il me semble qu'on affadit beaucoup la critique ou le procès qu'on peut faire au Conseil constitutionnel en disant mais vous instaurez un gouvernement des juges. En fait, il s'agit de donner ou de bien comprendre que le Conseil constitutionnel s'est attribué un pouvoir constituant. Ça, la question. La question, c'est pas le gouvernement des juges. D'ailleurs, le gouvernement des juges, et c'est impropre. Les décisions du Conseil constitutionnel qui sont appuyées sur les PFRR ne sont pas des décisions de gouvernement. Ce sont des affaires constituantes. Et il se défend donc en disant, mais pas du tout, on lui dit, mais vous inventez vous-même les principes et que vous allez ensuite établir en tant que normes sur lesquelles vous allez fonder vos décisions. Il dit, non, 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 je ne suis pas l'inventeur de ces principes. Je suis simplement un interprète. Alors, je vous dis tout ça, ce n'est pas une interprétation de ma part, hein, c'est basé sur des tas de textes, et je vous donnerai d'ailleurs la référence des textes qui sont dans les cahiers du Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel dit, je ne suis pas l'inventeur de ces principes. Je suis simplement un interprète de principes existants dans l'histoire de la première, de la seconde, de la troisième, de la quatrième République. Et qu'est-ce que je fais, moi, Conseil constitutionnel? Simplement, je lis l'histoire et je lis l'intangibilité de ces principes. Et donc, je ne les invente pas. Même je ne les interprète pas.
je les découvre. Je suis un découvreur de principes et je les extrais de la tradition républicaine de la France. Alors, n'oublions pas que la tradition républicaine de la France, cette argumentation du CC est extrêmement bien, je dirais, fagotée. Parce qu'en disant « je ne suis pas un gouvernement des juges, je ne suis pas un inventeur de principes, je ne fais que extraire la tradition républicaine de la France », il boucle la Constitution, il commence par son article 1, la France est une république, il termine son article 89, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Donc cette forme républicaine de la Constitution française, eh bien, le Conseil constitutionnel dit « je suis le garant, et je suis le garant parce que je lis l'histoire de la République, j'en extrais les principes, et je les ajoute au droit écrit en tant que PFRLR. » Alors, une fois qu'il a, je dirais, une fois qu'il s'est drapé de cette vertu, une fois qu'il a conceptualisé ce rôle, disons, sublime qu'il s'attribue, en bon juriste, bien que les 9 individus du Conseil d'État ne sont pas tous juristes, moi s'en faut, eh bien, il va dire, mais j'ai un cahier des charges. C'est pas du tout arbitraire ce que je décide. J'ai un cahier des charges. Cahier des charges en 4 points. Parce que chaque fois que je dis tel principe, alors on va les lister, il y en a 11. Tel principe, c'est un PFRR. Bon, je ne dis pas comme ça. Bon, j'ai 4 principes qui sont cumulatifs. C'est pas ou l'un ou l'autre. Il faut que je respecte les 4. 1. Il faut que ce principe que je vais décider, il ait un véritable caractère d'universalité. C'est-à-dire qu'il soit consacré comme principe général et non contingent. Et ça ne doit pas être assimilable à des traditions, des coutumes ou des simples habitudes. Deuxième condition. Il faut que ces principes n'aient jamais été contredits. Qu'ils aient fait en fait l'objet d'une application continue dans l'histoire de la République, sans aucune exception. Alors qu'il y a des exceptions, hein. Il y a Vichy, parce qu'il y a toujours, en France, il y a toujours un principe, et après il y a des exceptions. Hein. Il y a une virgule, et puis bon. Donc, on ne tient pas compte de Vichy, on ne tient pas compte de la Restauration. Mais tout ce qui s'est passé entre la Première République et la Quatrième, voilà. Bon, si ce principe a toujours existé, moi, je le prends. Troisième condition. Il faut qu'il soit issu d'une législation républicaine. Oui, on y est là, excusez-moi, j'ai anticipé ce troisième, c'est-à-dire qu'on exclut les régimes monarchiques et les régimes de Vichy. Et quatrièmement, bon, il faut qu'il soit antérieur à 46, puisque date d'entrée en vigueur de la 4e République et donc de ce fameux préambule. Alors, donc les 4 conditions. Maintenant, quels sont les domaines de compétences? Parce que, on va dire, vous pouvez mettre des principes dans n'importe quoi, dans le sport, dans la culture. Non, il y a trois domaines. Il y a le domaine de l'organisation des pouvoirs publics, le domaine de la souveraineté nationale, le domaine des droits et libertés fondamentales. Alors ça renvoie en fait à la phrase du préambule qui dit que le peuple français est attaché au principe de souveraineté nationale et de droits et libertés. Alors, et ensuite il énonce les principes. Il y en a 11. La liberté d'association, les droits de la défense, la liberté individuelle, la liberté d'enseignement, la liberté de conscience, l'indépendance de la juridiction administrative. Alors on en a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est cette dualité juridique en France où on a une justice administrative qui est distincte de la justice pénale. 7. Indépendance des professeurs et des maîtres de conférences d'université. 8.
compétence exclusive, bon, rebelote sur la juridiction administrative, compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de la puissance publique. Ça veut dire tous les conflits entre les citoyens et l'administration, c'est la justice administrative et rien d'autre. Donc en fait, il y a deux principes là qui sont cumulés, qui sont redondants. 9. L'autorité judiciaire est gardienne de la propriété privée immobilière. Alors, au cas où on n'aurait pas bien compris que dans l'article 2, je crois, ou 1, la DDHC, c'est un droit sacré, donc le droit naturel. Non, bon, c'est... Alors, on verra d'ailleurs que, enfin on verra, on va peut-être pas avoir le temps, et on peut en parler des heures, que ces PFRR, ils enfoncent des portes ouvertes. Hein. Bon, mais la plupart du temps, ils répètent des choses qu'ils ont déjà écrites. Ensuite, existence d'une justice pénale des mineurs, et puis utilisation de lois locales en Alsace et en Moselle, enfin bref, voilà. Bon. On peut passer là-dessus. On va dire qu'il y a 10 principes, dont 2 qui sont redondants, ça fait 9 principes. Alors, bien, donc voilà pour les PFRR. Donc, le bloc de constitutionnalité, c'est la Constitution de 58, le préambule à la C46, la Charte de l'environnement, et les droits de l'homme. Et la DDHC. Bon, ça se fait 4. Plus les PFR-LR dont on vient de parler. Voilà. Et, alors ça, je pense que personne ne le sait, il y a 2 autres trains ou paquets de principes, trains de principes ou paquets de principes qui s'ajoutent encore. Définis cette fois uniquement par le CC. Et ce n'est pas fait aider par le Conseil d'État. Il y a les principes à valeur constitutionnelle, les PVC, qui sont des principes généraux du droit élevés à la valeur constitutionnelle. Alors, bon, on ne va pas avoir le temps de parler de cette notion de principes généraux du droit, les PGD, mais il faut simplement retenir que dans les principes généraux du droit, il y en a que le CC élève à valeur constitutionnelle, et ça s'appelle les PVC. Et puis un deuxième train ou deuxième paquet de principes, les OVC, les objectifs à valeur constitutionnelle. Donc, récapitulons, on a la C58, la C46, la préambule de la C46, la DDHC, la Charte de l'environnement 2005, les PFR-LR, les PVC et les OVC. Voilà, de façon très claire, exhaustive, ce que c'est que le bloc de constitutionnalité. Alors, qui est-ce qui peut répondre? Si on pose la question, qui est-ce qui va pouvoir citer ces 7 rubriques si on lui demande ce que c'est que le bloc de constitutionnalité? Bon, heureusement qu'on est là pour faire un peu d'instruction civique. Alors, les PVC, bon, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une création jurisprudentielle, hein, c'est-à-dire qu'il ne figure pas dans le texte, bien sûr, constitutionnel de 58, création jurisprudentielle, à l'instar des PFR-LR. Alors, il y en a 8. Il y a le principe de continuité de l'État et du service public. Alors, décision du CC de 1979. Deuxièmement, le principe de respect de la dignité humaine. Décision du CC de 1994. La liberté d'entreprendre. Ça, c'est intéressant. Décision du CC de 82. Et là, il a dit « Je m'appuie sur l'article 4 de la déclaration de la DDHC ». Alors, le PVC, la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire c'est un principe à valeur constitutionnelle, la liberté d'entreprendre, ça s'appuie sur l'article 4 de la DDHC qui dit, vous savez, ce fameux article 4 qui dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Eh bien, le CC, quand il lit ça, il dit
la conséquence pour moi, quand je lis ça, c'est la liberté d'entreprendre. Voilà. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Quatrièmement, le droit au respect de la vie privée, décision du 18 janvier 1995, le droit d'accès aux documents d'archives publiques. Bon, c'est l'open data. Très bien, ça date de septembre 2017. Le principe de fraternité. Alors, le principe de fraternité, ça part de sa décision du 6 juillet 2018. Il dit, je me suis appuyé sur l'article 2 de la Constitution de la C58 qui dit liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a un principe de fraternité. Ah, il répète. Et je me suis appuyé sur l'article 72.3 de la Constitution qui dit la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc chaque fois qu'il a trouvé le mot fraternité, il a dit j'en ai dit un principe de fraternité. C'est le summum, disons, c'est l'instance suprême juridique en France hein, qui fait ça. Hein. Bon. 7. Septième principe. Le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives et le principe de publicité des débats et du prononcé du jugement. Et 8. La clause de conscience, principe garanti par la DDHC dans son article 10 et maintes fois rappelé par le Conseil constitutionnel. Bon là on va pas quand même tirer sur l'ambulance parce que l'article 10, vous savez, la fameuse virgule. Bien, bref. Donc, ces règles et principes de valeur constitutionnelle ne sont pas des principes généraux du droit. Attention, hein. Bon. Alors, maintenant les OVC, les objectifs à valeur constitutionnelle. Alors, cette catégorie nouvelle, elle est apparue dans une décision numéro 82-141 du 27 juillet 82, dans laquelle le CC dit il appartient au législateur, c'est-à-dire à moi, de concilier l'exercice de la liberté de communication tel qu'il résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, bon, on oublie les virgules, avec les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socio-culturelle. Compte tenu de ce que je lis là, je crée les OVC. Et alors, il y en a 14. Il y a la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui, la préservation du pluralisme des courants d'expression socioculturelle, la transparence financière des entreprises de presse, la protection de la santé publique. Il rappelle quand même, parce que de temps en temps, il se dit, attendez, quand même que je sois un peu sérieux. Il se dit, oui, mais c'est vrai que la C46 le dit dans son article 11. Bon. Sixième, la recherche des auteurs d'infractions. Les OVC, il faut rechercher les auteurs d'infractions. La lutte contre la fraude fiscale, heureusement qu'il est là pour nous dire qu'il faut lutter contre la fraude fiscale. La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. Bon, là, on retrouve ça aussi hein, dans la préambule de la C46. L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. Ah, c'est un débat qui nous intéresse. Hein. Il faut que la loi soit compréhensible. L'équilibre financier de la sécurité sociale. 11. L'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Bon, c'est écrit ailleurs. Hein. Tout d'ailleurs est écrit ailleurs. L'égalité entre les collectivités territoriales. 13. La bonne administration de la justice. 14. La protection de l'environnement. Il l'a ajouté après la charte. Alors, quelle est sa place? Quelle est la place des OVC dans la hiérarchie des normes? C'est une place qui est très discutée. Par exemple, pour François Lucher, qui est un ancien membre du CC, l'objectif du OVC n'a donc pas lui-même force contraignante, mais il se peut qu'il soit inséparable de la norme. C'est façon de dire les choses. Hein.
Et donc l'OVC permet d'apporter des dérogations, entre parenthèses limitées, à des droits ou principes constitutionnels. Sa liaison avec un principe constitutionnel précise ce dernier, le principe constitutionnel, mais ne crée pas une norme nouvelle. Voilà, là ce que dit Lucher. Ensuite, Pierre de Montalivet, qui est prof de droit et qui a fait une thèse sur les OVC. Il dit quoi? Il dit le Conseil constitutionnel accorde aux OVC une protection inférieure à celle des droits et libertés constitutionnelles, même si cette protection varie selon les objectifs et les circonstances. Voilà. Donc ça, c'est le droit, non seulement qui est créé, disons, ex nihilo par un organisme de l'État, mais il y a des individus ordinaires qui écrivent des choses, des commentaires qui sont dans les cahiers du CC et qui, disons, enjolivent un peu la façon d'utiliser les lois. Alors on a plein de références comme ça. On a Yves Guénat qui a écrit un truc sur le rôle du Conseil constitutionnel. Voilà. Il l'a présenté à l'occasion du 150e anniversaire de l'État suisse, le 13 juin 1998. Alors, on peut consulter dans viepublique.fr, c'est très intéressant, viepublique.fr, le Conseil constitutionnel, grâce à ses PFLRR, PVC, OVC, c'est le protecteur des droits et libertés des citoyens. Bon, je pense qu'il faudra échanger là-dessus, parce que cette vertu, bon, à mon avis, c'est un cache-sexe, c'est-à-dire que je suis inattaquable, moi c'est parce que je défends vos libertés, et donc du coup, je censure ce que je veux. Voilà. Bon. Pierre de Montalivet, cahier du Conseil constitutionnel juin 2006. Hein, Stéphane Mandrard, François Lucher, bref, etc., etc. Voilà. Alors, pour un dernier mot pour terminer sur les principes. J'ai dit on va pas parler des principes généraux du droit, mais comme le CC en a extrait certains pour qu'il les élève au stade de valeur constitutionnelle, on va comment en dire deux mots. Ce sont des principes qui s'appliquent même en l'absence de texte. Bon, il y a trois choses. Hein. Voilà, pour bien comprendre ce que c'est qu'un PGD, c'est des principes qui s'appliquent même s'il n'y a pas de texte. C'est des principes, et voilà c'est le numéro 2 qui est très important, qui sont dégagés par les jurisprudences. Ça va faire ma conclusion. Et troisièmement, ils ne sont pas créés de toutes pièces. Alors là, on reprend l'argumentation avec laquelle se défend le Conseil constitutionnel, mais ils sont découverts. Ils sont découverts, mis entre guillemets, ils sont découverts par le juge à partir de l'état du droit et de l'état de la société à un instant donné. En effet, en droit français, les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes. Le juge n'a pas le pouvoir de créer des normes, on va parler français, le juge n'a pas le pouvoir de créer des lois. En vertu du principe dit de la prohibition des arrêts de règlement, qui est inscrit, où ça? Est inscrit au titre préliminaire du Code civil, qui s'appelle de la publication des effets et de l'application des lois en général. Et c'est l'article 5 qui dit il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. C'est une phrase totalement incompréhensible qui a été exprès écrite incompréhensible pour que l'homme de la rue ne puisse pas comprendre. En fait, ça veut dire il est défendu au juge de faire des lois. Et je pense qu'il faut qu'on se penche sur cette phrase parce que c'est un artifice qui est... Plus on veut qu'une loi soit inconnue, plus on la formule avec une formulation absconse. Il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Ça, c'est l'article 5 du Code civil, qui est un article important ici, puisqu'il interdit aux juges de faire des lois. Donc ils n'ont, les juges, que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter des lois existantes. Dès lors, le principe général du droit, c'est que le juge doit simplement mettre à jour des choses qui existent.
Alors ça, en fait, ça émane d'un autre concept, et j'en terminerai là-dessus, qui est les concepts d'arrêt de règlement. Qu'est-ce que c'est que les arrêts de règlement? Alors, en ancien droit français, un arrêt de règlement, c'est une décision solennelle prise par une cour souveraine, un tribunal, qui est de portée générale et qui s'impose à l'avenir aux juridictions inférieures. Les arrêts de règlement, on les présentait avec des articles numérotés comme des lois, voire comme de véritables codes. Alors ces arrêts de règlement, c'est une pratique courante jusqu'en 1789, pratique par laquelle les tribunaux de l'Ancien Régime rendaient des décisions solennelles de portée générale, des règles abstraites, et qui s'imposaient aux juridictions inférieures. Ces arrêts valaient pour l'avenir et à l'égard de tous exactement comme une loi, mais on les appelait des arrêts de règlement. Ces arrêts, ils étaient attentatoires de par leur nature même au principe de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi ils ont été prohibés immédiatement par la Révolution française, qui a institué un pouvoir législatif, qui a décidé de rédiger des codes, des lois et d'abandonner la jurisprudence comme source du droit. Abandonner la jurisprudence comme source du droit. Et donc, il a été interdit aux juridictions françaises de rendre des arrêts de règlement. Voilà, ça c'est pour expliquer ma fameuse phrase incompréhensible. La phrase de l'article 5 du Code civil, qui dit qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui le sont soumises. Mais l'article, de plus, l'article 1355 du même Code civil ajoute une phrase tout aussi incompréhensible mais qui veut dire la même chose. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur les mêmes causes, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles dans la même qualité. Voilà. Si on ajoute ces deux phrases, on a là vraiment quelque chose de scandaleux. Il est scandaleux qu'une idée aussi simple et aussi forte que celle que, en France, les juges n'ont pas le droit de faire des lois, soit soumise, en fait, à une formulation incompréhensible par le citoyen moyen. Il résulte donc sans ambiguïté, alors sans ambiguïté, si on lit ces phrases absconses, il résulte que la jurisprudence ne devrait pas du tout être une source du droit. Mais il est dit aussi, un peu plus loin, dans le corpus des législatifs français, que les juridictions possèdent un large pouvoir d'interprétation de la loi, et ceci en fonction d'un article, juste avant l'article 5 du Code civil, c'est l'article 4, qui dit « Le juge qui se refuserait de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » Donc, cet article 4 oblige le juge, sous réserve des dispositions de l'article 5, à créer du droit si nécessaire. C'est-à-dire que, en principe, il n'a pas le droit de créer du droit, mais si il lit la loi et que la loi est pas claire, pas précise, incohérente, incompréhensible, ce qui est le cas d'un nombre très important de lois, il peut être poursuivi s'il ne crée pas lui-même une norme claire. Eh bien, c'est ainsi que dans les arrêts dits de principe, la Cour de cassation, le Conseil d'État, le tribunal des conflits, on ne va pas parler du tribunal des conflits, on en parlera plus tard, appliquent une solution qu'ils vont appliquer ensuite à chaque arrêt similaire, comme s'il existait effectivement une règle du droit. Alors, je veux dire, c'est particulièrement vrai dans le domaine du droit administratif, dont la plupart des normes ont été dégagées par le Conseil d'État et qui ne sont que des jurisprudences. Donc, on a, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, il me semble que c'est une démonstration, une toute puissance de la juridiction, je dirais même une disparition du droit. Néanmoins, attention, et donc une victoire, je dirais, par un clean sheet,
des jurisprudentialistes sur les défenseurs de l'état de droit, mais j'adresse un avertissement solennel aux jurisprudentialistes. Il ne faut pas oublier que deux choses. Les tribunaux et cours ne sont pas liés par décision précédente et peuvent à tout moment effectuer un revirement de jurisprudence. Jurisprudence, on peut effectuer un revirement. Et deuxième avertissement, le législateur, pour peu qu'il en ait la volonté, ou pour peu qu'il y ait un état d'esprit de la population qui veut revenir à l'état de droit, le législateur pourra toujours venir s'opposer à une solution jurisprudentielle en l'annulant et en l'éjectant et en édictant une loi contraire à celle-ci. Voici donc la fin de mon exposé qui, en fait, je pourrais résumer comme une grande misère de la loi qui aujourd'hui est submergée par la jurisprudence des tribunaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian, de cet exposé riche, mais nécessaire, puisque effectivement, peu de gens connaissent les PFRLR. Encore, je me suis trompé encore. Faut s'entraîner. Mais plus encore les PVC, dont j'ai découvert aussi il y a quelque temps, en même temps que les PLRFR, RAF. Bon, bref. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à ajouter par rapport à ça. Je dirais, je pense que on fait œuvre d'instruction civique. Je dirais deux réactions. Ces principes qui sont posés comme ça, enfin, ils ne sont pas posés justement. Quels sont ces principes? On ne les connaît pas. Donc, on les invente, on dit bah, ça va être un principe, ça ne va pas être un principe. Les quatre principes, pour les retenir, justement, bah, qui les a fixés aussi, du coup? Pourquoi ceux-là? Pourquoi pas d'autres? Enfin, c'est vraiment oui, moi j'appelle ça quand même le gouvernement des juges. Hein. Alors, effectivement, ce n'est pas des actes de gouvernement, mais ça impacte énormément la loi et la loi suprême, qui est le vrai pouvoir, c'est le pouvoir constituant, en définitive. Donc, il s'arroge le pouvoir suprême. Donc là, il y a quand même un très gros problème. Moi, je dirais que le conseil qu'on doit donner aux constituants qui nous regarderaient, c'est d'une part qu'il faut, quand on énonce des principes, il faut qu'ils soient énoncés très clairement, hein, et pas de toute façon, et qu'ils soient dans la Constitution. Il n'y a pas de raison que ce soit. La Constitution peut être structurée, hein, structurée justement en préambule, corps et annexe, mais il faut que ça soit dans la Constitution. Toutes ces lois organiques, toutes ces choses périphériques, c'est ça. C'est les portes ouvertes, en définitive, à l'arbitraire. On le voit bien en réalité, puisqu'au final, plus ça va, plus ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils sont en roue libre. Hein, je dirais que c'est... Et puis, il faut que ces différentes parties, préambule compris, soient clairement indiquées comme faisant partie des choses qui sont normatives et qui ne sont pas simplement des déclarations d'intention. Sur le code civil dont tu viens de parler, donc les articles dont tu parles, en fait, ils datent de 1803. Ils sont quasiment pas révisés depuis. Hein. Donc effectivement, ça explique pourquoi on retrouve des expressions qui relèvent de l'Ancien Régime. Et oui, alors je dirais que le pompon, c'est les OVC, quoi. C'est-à-dire les objectifs à valeur constitutionnelle. Là, du coup, vraiment, là, c'est open bar. C'est-à-dire, on va prendre des objectifs qu'on veut et puis on va les interpréter comme on veut. Donc, on est dans l'arbitraire total. Voilà, moi, c'est là, je n'ai rien d'autre à ajouter. Jean-Charles, c'est ça. Oui, bien, bah, écoute, merci Christian pour cette balade dans cette forêt vierge. Oui, c'est vraiment une forêt vierge, c'est du délire, quoi. Donc, oui, tu as prononcé le mot arbitraire, Luc. Oui, c'est ce qui ressort. Ils font ce qu'ils veulent, etc. Moi, j'en viens au niveau de
l'honnêteté intellectuelle qu'on pourrait essayer d'avoir les uns les autres, de l'arbitraire, enfin, des gens qui créent, enfin, qui pratiquent l'arbitraire, à la limite, mais qui le promeuvent, qui l'utilisent, qui le mettent en place d'une certaine façon. Moi, j'y vois de la duplicité. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe de l'arbitraire à la duplicité de ces personnages qui évoluent dans cette sphère qui est ouvertement arbitraire, justement, voilà, le droit devient une espèce de pâte à modeler pour ceux qui ont la puissance et la position pour le faire. Voilà. Et moi, j'en conçois au-delà de la duplicité, en tant que citoyen, de la violence. Pour moi, toute cette affaire, c'est une violence constitutionnelle. Voilà, je vais utiliser une espèce d'association de mots qui est, oui, voilà, c'est de la violence que l'on peut ressentir à l'issue de l'exposé de Christian. Donc là, je passe de la rationalité de l'exposé de Christian à l'affect, au pathos qu'on pourrait ressentir, oui, à l'écoute de tout cela. C'est parce qu'on n'est pas non plus de marbre. Et franchement, c'est de la révolte. Voilà, c'est par rapport à cet exposé vraiment très intéressant, très bien documenté. Voilà, bon, ben, voilà. Après, naïvement, on pourrait dire que les PFR-LR, je l'ai noté dans un coin pour pas. Voilà, PFR-LR, euh, à la limite, ces gens qui voudraient interpréter, bon, interpréter la loi, être des révélateurs, tu parles de découverte, mais c'est une révélation du droit fondamental. À la limite, naïvement, on pourrait simplement attendre de ces gens-là qu'ils disent en toute humilité qu'ils interprètent l'esprit de la loi et dire voilà l'esprit de la Constitution, l'esprit de la loi, et dire que voilà leurs décisions sont dans un contexte temporel, enfin voilà, qu'ils fassent acte à la fois, fassent le travail s'il est nécessaire, mais que ce travail soit recontextualisé dans le temps, dans les conditions, dans les circonstances de l'édit de cette loi. Et là, à ce moment-là, on pourrait avaler les couleuvres en se disant, bon, bah, ces gens font en même temps réserve de leur appréciation et on arriverait quand même à admettre que par nécessité, les circonstances font que l'esprit de la Constitution, l'esprit de la loi à un temps donné, donne par décision du Conseil constitutionnel et après réflexion tel ou tel résultat ou telle décision. Mais là, rien n'est absolument, il n'y a absolument rien de cette intention qui me paraît là pour le coup dans la façon dont j'essaye de l'exprimer honorable. Cette intention ne recherche pas l'honorabilité, mais cherche une espèce de rigueur factice et arbitraire qui en devient complètement ubuesque. Et c'est de là que sort cette violence. Voilà, c'est le ressenti que j'ai en essayant de prendre du recul par rapport à cet exposé. Merci beaucoup, Jean-Charles. Je me permets de prolonger ce que tu dis. En définitive, quand ils ne savent pas ou qu'il y a des choses pas claires, plutôt que d'aller chercher des lois, des bidules, des machins, mais qu'ils posent la question aux législateurs. En définitive, quand il y a un litige qu'on ne sait pas trancher, retour à la loi, eh bien, nous avons un litige que nous ne savons pas trancher. On envoie la balle du côté du législateur, qui est le seul apte à modifier les lois, à les mettre à jour pour des raisons qui n'auraient pas été anticipées, par exemple. Bon. Christian, si tu veux une petite conclusion. Oui, oui. Quelques réflexions qui me sont d'ailleurs inspirées par ce que vous venez de dire. Quel est l'objectif finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel fait ça? L'état des lieux que j'ai fait, objectivement, c'est Capharnaüm de la loi.
l'état de droit se trouve, à mon avis, décrédibilisé par une multiplication artificielle créée par le Conseil constitutionnel des sources du droit. Et pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel fait ça? Bon. Et Jean-Charles nous dit il n'y a pas de recherche d'honorabilité. Moi, j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que ça devient émotif, affectif. Le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que c'est? C'est 9 personnes. Alors, elles se renouvellent de temps en temps, mais pas tant que ça. Et je me demande si il n'y a pas quelque chose qui se met à chauffer comme ça sous la marmite, qu'on a au sein de ce tout petit aéropage extrêmement, ce club presque complotiste du CC, une recherche d'honorabilité, de reconnaissance. Nous sommes les défenseurs nous sommes les défenseurs des libertés, des droits. Ça veut dire que les autres ne le sont pas. Il n'y a que nous. Voilà. Bon, cette espèce de, disons, d'orgueil incommensurable et qui interfère avec la rationalité du droit et qui finalement induit ce capharnaüm. Et puis je rebondirai sur une proposition de Luc qui me paraît la conséquence même, mais que le Conseil constitutionnel se borne à son rôle de conseil. Après tout, il ne s'appelle pas tribunal constitutionnel, il s'appelle Conseil constitutionnel. Et donc il s'applique simplement à ce qui est écrit dans la Constitution et rien d'autre. N'oublions pas que j'ai prononcé un moment, j'ai dit il viole la Constitution. Parce qu'il s'occupe d'autre chose que ce qui est écrit dans les articles qui le concernent. Donc il se contente de vérifier la constitutionnalité, la conformité à la constitutionnalité d'une proposition de loi avec ce qui est écrit dans la Constitution, et que s'il a des idées, eh bien, il les soumette au législateur. Voilà, c'est ça. Et mais par rapport à ça, une fois qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut attaquer. Il faut attaquer le Conseil constitutionnel, il faut dénoncer le Conseil constitutionnel, il faut dire que le Conseil constitutionnel viole la loi et qu'il faut qu'il revienne de force à ses attributions extrêmement limitatives qui sont indiquées dans les articles 64 et 68 de la Constitution, et que tout ce qu'il a produit en termes de PFR, LPVCD soit purement et simplement rayé de la carte du droit français, d'autant que, si on y regarde, mais ça peut faire l'objet d'une autre émission, je ne sais pas si on la fera, on regarde bien, il ne fait que répéter des choses qui existent déjà. Pourquoi? Eh bien pour se donner de l'honorabilité, pour dire, voyez, voilà. Donc ça m'a l'air d'être une affaire beaucoup plus affective finalement que vraiment impactant le droit, et c'est inadmissible, en tout cas, ça n'a pas sa place dans un état de droit. Je voudrais ajouter et aller plus loin lorsque, Christian, tu poses la question, mais à quoi sert tout ça? Pourquoi? Quel est l'objectif? Bon, là, tu viens de donner une traduction et je souscris à ce que tu viens de dire, mais j'ai envie d'aller même plus loin. C'est-à-dire que cette recherche d'honorabilité, d'orgueil qu'on voit apparaître dans cette exploration que nous faisons ensemble, moi j'ai envie de dire duplicité ennemie. C'est-à-dire que moi j'y vois une certaine perversion de leur ego, enfin à partir de leur ego, une perversion, et moi j'y verrais, dans les temps que nous vivons actuellement, et au vu de l'action de l'oligarchie qui nous gouverne en la personne, par exemple, au hasard de Macron Ier, j'y vois une volonté de destruction. Voilà, je suis désolé, mais j'y vois au final et au bout des temps de la République, la destruction de ceux qui sont assis dessus, et on est même en train de se demander si c'est pas de l'autodestruction, parce que à force de faire n'importe quoi, on est en train de démonter toute la construction, quoi. Voilà. Et je pense qu'ils sont, certains peut-être sont même conscients de ce travail de sape, et ils prennent un certain plaisir pervers et
et sadiques. Je ne sais pas quels sont leurs objectifs, mais pour moi, parmi eux, il y a pas mal de psychopathes. Voilà. Merci Jean-Charles de cette conclusion sur, je dirais, un point de vue, une conclusion auquel j'arrive aussi, que la société actuelle est sur une trajectoire nihiliste. Merci messieurs.